Cette histoire commence dans l'un des hôpitaux. L'un des médecins a reçu un appel de sa petite amie qui lui a demandé s'il avait vraiment été réprimandé au travail. Il s'avère qu'il a été retiré du service et suspendu de ses fonctions. Lorsque le jeune homme a dit qu'il avait été suspendu pour un mois, la jeune femme lui a demandé s'il pensait à changer de travail. Cependant, le protagoniste, nommé River, a répondu que maintenant il voulait vraiment tout laisser tomber, mais qu'il avait des problèmes financiers et que s'il quittait son emploi à ce moment-là, il n'y aurait personne pour payer les dettes de ses parents. À ce moment-là, sa petite amie est restée silencieuse un instant, puis a suggéré qu'il reconsidère leur relation. Cette proposition a laissé River sans voix. La jeune femme a dit qu'au travail, les collègues étaient toujours en train de chuchoter et que, cette fois, il lui avait demandé des explications sur le mauvais comportement de son petit ami. À ce moment-là, River l'a interrompu et a dit qu'il n'avait rien fait de mal, qu'il ne faisait que rester fidèle à ses principes moraux. Cependant, la jeune femme l'a aussi interrompu et a dit qu'elle voulait parler sérieusement. À ce moment-là, le jeune homme s'est senti très offensé. Il a brièvement éloigné le téléphone de son oreille et a dit qu'il n'arrivait pas à croire qu'elle était vraiment en train de le quitter. Il a parlé de combien tout était difficile pour lui en ce moment et a demandé pourquoi elle voulait le quitter justement maintenant, alors qu'il devrait être du même côté. Cependant, la jeune femme a dit qu'elle aussi avait du mal à y croire et que même s'ils étaient dans des départements différents, ils avaient quand même une relation au bureau. Et maintenant qu'il s'est disputé avec le directeur de l'institut de recherche, elle aussi allait avoir des difficultés. Elle a dit qu'elle recevait beaucoup de regards de travers et qu'elle dépensait beaucoup d'énergie à cause de ça. Mais River a dit qu'elle-même devait bien connaître les mauvaises conduites du directeur. Maintenant, il pensait que sa petite amie n'était qu'une scientifique qui faisait semblant de ne rien remarquer. En réponse, la jeune femme a dit qu'elle faisait partie d'une société qui faisait semblant de n'avoir rien vu. Elle a dit que ce serait la dernière fois qu'elle en parlerait et a demandé à River de ne pas se fâcher contre elle parce qu'il n'était plus un enfant, il n'avait même pas 20 ans. Après cela, elle s'est excusée et a raccroché. Avant de dire adieu pour toujours, elle a demandé au jeune homme de ne plus jamais l'appeler. Après la fin de la conversation, le protagoniste a serré son téléphone dans la paume de sa main, nerveux. Ensuite, il s'est enfin levé, essayant de reprendre ses esprits et a maudit le directeur de l'institut de recherche, Hank, car il croyait que c'était lui le responsable de tout. River a compris que, dans ce monde, même s'il se mettait en colère, suivait son rêve et défendait ses principes, il devrait quand même en payer le prix. Et maintenant, il ne voyait plus de raison de rester en colère. Cependant, il se reprochait d'avoir eu une dispute avec Hank. L'histoire revient alors 4 jours avant la suspension de River, lorsqu'il était encore au département. Il se trouvait dans le bureau avec des médicaments anticancéreux lorsque son assistante est entrée en courant et a annoncé que la direction de l'entreprise avait racheté ses liqueurs. Quand River a entendu cela, une expression de véritable surprise est apparue sur son visage. L'assistante ajouta que la direction avait investi 10 milliards dans Céligé pour acquérir le médicament. Mais River savait qu'il était encore en phase d'essai clinique. Alors, un technicien senior du laboratoire, nommé Chris, dit que c'était vrai, mais que cela en valait quand même la peine. À présent, River se disait que, dans ce cas, il devrait terminer le projet. Mais il n'arrivait toujours pas à croire que la direction de l'entreprise avait déjà acheté ce médicament. De plus, il savait que la Célicure était bien meilleure que leur médicament. Il fit remarquer que l'Eloa provoquait des effets secondaires, comme des éruptions cutanées, et devait être pris pendant longtemps, alors que la Célicure n'avait rien de tout cela. À ce moment-là, la conversation fut interrompue lorsqu'une jeune fille aux cheveux foncés entra dans le bureau. C'était la responsable de l'étude, Anna, qui fut elle aussi surprise d'apprendre l'achat du médicament. River suggéra alors de terminer rapidement et de vendre le médicament dès qu'il serait prêt. Anna ajouta qu'elle soupçonnait déjà que l'entreprise audacieuse Soligné réussirait à créer un nouveau médicament. Lorsqu'elle demanda s'ils avaient obtenu de bons résultats, River répondit que oui. Ce médicament fonctionnerait bien mieux. De plus, il était convaincu qu'il arriverait à le promouvoir mieux que quiconque. Plus tard, le protagoniste se rendit à Lowry, un lieu de stockage de restes squelettiques. Là, il s'approcha de l'un des compartiments où se trouvait la photographie d'une petite fille et lui parla, disant que son frère était arrivé. Il décida aussi de lui dire que, plus tard, il serait encore capable de venger sa mort. Il a dit qu'une entreprise audacieuse avait créé un nouveau médicament et que l'entreprise de River l'avait acheté pour le développer entièrement. Il a promis à sa sœur qu'il veillerait à ce que plus personne ne meure du cancer. Peu après, le directeur Hank l'a appelé et lui a demandé pourquoi il tenait tant à obtenir la Célicure. Le protagoniste a répondu que ce médicament était meilleur que ce produit par leur propre entreprise. River a dit que le médicament avait un taux de guérison clinique élevé et peu d'effets secondaires. Cependant, Hank a semblé mécontent et a demandé s'il avait déjà réfléchi aux aspects négatifs du médicament. À ce moment-là, River ne sut pas quoi répondre, car le coût de production de la Célicure était assez bas. Les propriétés du médicament étaient meilleures. Il n'avait également aucun effet secondaire et la période de récupération totale était courte. Mais il allait dire qu'il y avait aussi quelques points négatifs. Alors, il a commenté qu'avec ce médicament, une personne pouvait être traitée pendant 2 ans, mais qu'avec le leur, Eloa, il faudrait 5 ans. Cependant, Hank a dit qu'il ne soupçonnait encore rien. De toute façon, le patient devait choisir entre les médicaments. Il a demandé à River ce qui serait le mieux en tenant compte des ventes de l'entreprise. Le héros a pensé au fait qu'Eloa était plus cher que Célicure et que la période de récupération totale était plus longue. Bien sûr, les ventes d'Eloa étaient plus élevées. Hank a alors admis qu'il avait acheté le Célicure au départ juste pour s'en débarrasser et il a vite demandé à River d'arrêter de rêvasser et de faire ce qu'il lui disait. Quand River a demandé si les autres étaient au courant, Hank a répondu qu'il n'y avait pas de personne dans l'entreprise aussi incompétente et naïve que River. Personne ne lui avait dit cela directement, ce qui l'a contrarié car il était tellement enthousiaste. Cependant, Hank admettait maintenant honnêtement que la science coûte de l'argent. Le salaire mensuel de River coûtait de l'argent, tout comme les réactifs de sa recherche. Après cela, il s'est penché vers le jeune homme et a dit que ce n'était pas une université pour lui, mais bien une entreprise qui devait générer des profits. À ce moment-là, le protagoniste a compris clairement que cet homme n'était définitivement pas un scientifique. Tout le monde dans le département des médicaments contre le cancer le savait et personne ne remettait cela en question. Les scientifiques qui développaient des médicaments anticancéreux faisaient semblant d'ignorer l'existence de médicaments meilleurs. Tout n'était qu'une mascarade. À cet instant, le protagoniste a baissé la tête et a murmuré, traitant tout le monde de tricheur. Il a regardé son reflet dans la tasse de café et s'est rendu compte qu'il ne ressentait plus que de la colère, du dégoût face à l'injustice et du mépris. Il en est même venu à penser que ses émotions allaient le faire vomir. Les anciens qu'il respectait, en qui il avait confiance et qu'il suivait, s'étaient révélés être des imposteurs. La meilleure entreprise pharmaceutique du monde, où il travaillait, était elle aussi une supercherie. Alors, le protagoniste frappa violemment du poing sur la table, ce qui effraya énormément Hank et le traita de salaud.
Ensuite, il lui dit de ne plus jamais oser se qualifier de scientifique. Sans attendre de réponse, River quitta le bureau. Le protagoniste était submergé par ses émotions, mais il ne s'arrêta pas. Il continua d'avancer. Peu de temps après, il se mit à boire de l'alcool fréquemment. Il le faisait sans aucun contrôle et on pouvait dire qu'il était constamment ivre. Il resta absent du travail pendant un mois entier, mais le temps passa rapidement. À présent, River repensait à la façon dont il avait passé la majeure partie de ce mois. Il ne se souvenait de rien d'autre que de boire. La déception et le désespoir qu'il avait vécu dans l'entreprise l'avaient rendu dépendant à l'alcool. Peu de temps après, River alla chez le médecin et reçut un diagnostic d'hépatite. Le médecin lui a dit que s'il continuait à boire, il pourrait développer une cirrhose du foie et en mourir. À ce moment-là, le héros commença à penser que la vie était complètement absurde, mais pas au point de se suicider. Il comprenait que, s'il perdait ses forces, la vie de ses parents et de sa sœur s'effondrerait. River comprit aussi que sa défunte petite sœur ne devrait plus avoir honte de son frère. Il décida alors qu'il devait reprendre conscience et affronter tout à nouveau. Peu après, il arriva dans la salle de création de la vie. Quand le héros ouvrit la porte, il se présenta comme River, du département de recherche sur les médicaments contre le cancer. À l'intérieur, il vit un jeune homme endormi sur son établi. À ce moment-là, le héros pensa que le département de création de la vie était l'endroit où arrivaient les acides gras, les nucléotides, les électrolytes et autres substances similaires. Il comprenait aussi la synthèse artificielle de cellules vivantes avec la stimulation appropriée et, enfin, la recherche de formes créatrices de vie. Alors, River leva les yeux et vit la plaque du laboratoire. Lorsqu'il trouva le numéro, il commença à penser que la véritable raison pour laquelle ce département avait été créé était d'isoler les employés à problème comme lui. Cependant, le protagoniste fut surpris de voir que l'endroit était étonnamment propre. Sur les tables, il aperçut un kit d'électrophorèse et le système dont il avait besoin. Mais, à ce moment-là, il remarqua quelque chose d'étrange. Quand le héros tourna la tête en direction d'un bruit étrange, il vit une unité de chauffage en marche. C'était un dispositif qui régulait la substance testée à une certaine température. River se rendit compte qu'apparemment une réaction avait eu lieu, mais il ne savait pas quoi faire de cela, ni qu'avait pu laisser l'appareil allumé. Il commença à paniquer, mais décida que la première chose à faire était d'éteindre l'appareil pour arrêter le chauffage des substances. Le jeune homme prit soigneusement une pince et retira un flacon contenant une substance rose inconnue. Ensuite, il versa soigneusement le contenu dans un autre récipient. Quand tout fut prêt, River put enfin respirer soulagé, mais il s'indigna ensuite du fait que ces gens pouvaient laisser le laboratoire dans un tel état. C'est alors qu'il remarqua la poupée et vit l'inscription Rosalyn dessus. Il se rendit compte qu'il s'agissait d'une cellule artificielle. Après cela, il prit le flacon contenant la substance et décida de l'observer de plus près. Il la plaça sous le microscope puis se pencha dessus. Au début, tout allait bien, mais River remarqua alors que les cellules commençaient à mourir rapidement. À ce moment-là, il comprit qu'apparemment la substance ne contenait pas assez de sel. Le protagoniste fut pris d'enthousiasme et décida d'ajouter la solution à l'intérieur. Il mit une goutte de la solution et, au début, rien ne se produisit. Mais soudain, les cellules moururent. À ce moment-là, River se rendit compte qu'il s'était trompé, mais il pensa alors que des situations similaires s'étaient déjà produites. Il se demandait maintenant s'il était vraiment possible de simplement créer la vie sans réfléchir. Cependant, à cet instant, il toucha la partie du flacon qui était fissurée et se blessa au doigt. Aussitôt, le sang commença à couler de son doigt, ce qui provoqua une douleur désagréable. Il ne comprenait pas pourquoi l'équipement était en si mauvais état, même si la salle semblait plutôt bien organisée. Il regarda alors de nouveau son doigt et remarqua que le saignement ne s'arrêtait pas. Le héros supposa qu'il s'était profondément coupé. Il examina alors de nouveau la blessure pour s'assurer que rien n'y était entré. Après cela, River alla à la salle de bain pour laver sa blessure, quand soudain il remarqua quelque chose d'étrange. En regardant son doigt, il vit qu'une étrange mousse blanche s'était formée sur la coupure. Cependant, le jeune homme n'y prêta pas vraiment attention et sortit de la salle de bain. À ce moment-là, un travailleur qui dormait pendant tout ce temps le remarqua et River le salua. En réponse, l'homme se leva de son siège et dit qu'il était très heureux de rencontrer River, se présentant comme un chercheur principal nommé Parker. Après que les deux se soient serré la main, Parker souhaita la bienvenue au protagoniste dans l'exil. En voyant l'expression confuse sur le visage du jeune homme, il expliqua que c'était l'endroit où tous les ratés de l'entreprise se retrouvaient. C'est alors qu'il se rendit compte qu'il était face au même jeune homme qui s'était récemment disputé avec le directeur Hand. Maintenant, tout avait un sens pour Parker, car depuis cet incident, toute l'entreprise ne parlait plus que de ça. Il supposait que maintenant River était très déçu par l'entreprise, mais qu'il avait tout de même réussi à résister à l'idée de quitter son emploi. Le héros expliqua que c'était pour des raisons économiques et Parker répondit que pour lui et pour tout le monde ici, c'était pareil. Après cela, il commença à parler du bloc thermique. River admit alors, avec honnêteté, qu'il avait éteint et retiré l'échantillon, puis avait essayé d'ajouter une solution. Parker répondit que tout allait bien et qu'il était heureux qu'un spécialiste aussi qualifié soit arrivé. Cependant, River ajouta qu'au final, toutes les cellules étaient mortes. Parker, quant à lui, dit qu'il n'y avait rien à faire. Leur expérience échouait depuis environ 2 jours, mais la haute direction n'attendait déjà plus rien de ce projet. Il tendit alors une bouteille de soda au protagoniste et lui demanda de ne pas s'inquiéter. Il mentionna aussi qu'il y aurait un séminaire important à la fin de l'année. Le protagoniste voulait demander de quel type de séminaire il s'agissait, mais il fut soudain traversé par une douleur aiguë. En regardant Parker, il remarqua que ses yeux commençaient à se fermer lentement et puis il perdit complètement connaissance. La bouteille s'échappa de ses mains et River s'effondra au sol. Parker courut immédiatement vers lui et tenta de le ranimer. Quand il s'est rendu compte que le jeune homme ne répondait pas, il a demandé à ses collègues d'appeler une ambulance. Peu de temps après, le protagoniste a été emmené à l'hôpital où il a repris connaissance. Pendant tout ce temps, il a été surveillé par un médecin qui était présent au moment où il a ouvert les yeux. L'homme a dit que River était à l'hôpital et a demandé s'il avait une maladie chronique. C'est à quoi le jeune homme a répondu qu'il avait été diagnostiqué avec une hépatite 4 jours auparavant. Le médecin a alors dit que l'hépatite pouvait aussi provoquer une anémie et a suggéré de faire un test puisqu'ils étaient déjà à l'hôpital. Cependant, River n'a pas réagi à ces paroles. Le médecin s'est penché plus près et a demandé au jeune homme s'il pouvait l'entendre. Cependant, à ce moment-là, le protagoniste était préoccupé par ce qui était apparu juste devant son visage. C'était comme si une fenêtre de système était apparue devant lui, disant que la création de la vie relevait du domaine du souverain. Et River a dit cela au médecin, mais il n'a pas compris de quoi le jeune homme parlait. Malgré tout, le protagoniste continuait à avoir une étrange inscription devant lui, jusqu'à ce que le système lui annonce qu'il avait créé des cellules artificielles et était devenu le premier joueur de l'histoire de l'humanité. Le médecin a demandé au jeune homme ce qui était écrit là, mais le protagoniste
protagoniste ne savait pas quoi répondre. L'homme a alors suggéré que le patient pourrait être en train d'avoir des hallucinations auditives. À ce moment-là, le protagoniste a soudainement ressenti une forte poussée d'énergie. Quand le médecin l'a regardé, le système a indiqué que les cellules artificielles avaient restauré son corps. Alors River a eu un peu peur et a raconté au médecin qu'il entendait des bruits étranges, comme s'il s'agissait d'une alarme. Après cela, le médecin a demandé ce qu'il ressentait d'autre, mais le jeune homme ne savait pas quoi répondre. Il a alors tendu la main et a essayé de toucher à nouveau l'étrange fenêtre du système. Cependant, dès qu'il a effleuré du doigt, elle a soudainement disparu. Pendant ce temps, le médecin observait avec perplexité ce que le patient était en train de faire. Il a dit que River sortirait de l'hôpital ce jour-là et que le lendemain il irait en neuropsychiatrie et qu'il vaudrait mieux qu'il consulte un médecin. Ensuite, il a proposé au héros de fixer un rendez-vous, ce à quoi le jeune homme a accepté. Après un certain temps, il est sorti de l'hôpital et arrivait déjà à se tenir debout. Après cela, il a regardé l'étui avec ses lunettes et a pensé un instant que le problème venait peut-être de là. Cependant, ce qui le préoccupait bien plus, c'était le fait que, sans les lunettes, il voyait parfaitement, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. De plus, la douleur dans le dos avait disparu, tout comme la douleur lancinante dans la partie supérieure de l'abdomen. River remarqua que son cou allait bien, tout comme toutes les articulations de son corps. Il se sentait plus léger, comme s'il était revenu à l'époque de l'école. Cependant, il ne comprenait pas comment cela était même possible. Lorsque le héros est rentré chez lui, le système l'a informé que les cellules artificielles avaient commencé à décomposer les nouveaux médicaments introduits dans son corps. Il a commencé à décrire en détail combien de grammes de médicaments avaient été décomposés. À ce moment-là, River essayait de fermer l'étrange fenêtre du système, pensant qu'il s'agissait d'hallucinations comme celle qu'il avait eu la veille. Puis, il remarqua qu'il pouvait visualiser la fenêtre de statut ainsi que les notifications et cela éveilla sa curiosité. River hésita un instant, puis décida de cliquer sur la fenêtre du système. À sa grande surprise, il y avait des informations sur des cellules artificielles et un état métastatique. De plus, il remarqua une étrange synchronisation. Jusqu'à ce moment-là, River n'avait vu ce genre de choses que dans des jeux de fantasy. Il commença à soupçonner qu'il était filmé par une caméra cachée ou quelque chose du genre. Cependant, en regardant la fenêtre du système, il remarqua qu'elle semblait très réaliste. Il ne savait pas s'il était filmé ou s'il hallucinait, mais il ne put contenir sa curiosité et cliqua sur la notification. Après cela, le système le félicita, disant qu'en tant que créateur, les cellules artificielles étaient désormais synchronisées avec son corps. Pour augmenter leur niveau, il devait améliorer l'état métastatique ou l'état de synchronisation. Au fur et à mesure que le niveau des cellules artificielles augmentait, sa force physique et sa vitesse de récupération augmenteraient également. Cependant, River ne comprenait toujours pas toute cette folie, ce qui lui était réellement arrivé et pourquoi le système l'appelait créateur. Le système révéla aussi que cette notification et la fenêtre de statut avaient été créées par les cellules artificielles qui manipulaient le néocortex du cerveau. L'interface avait été développée en se basant sur le design avec lequel River était le plus familier, après avoir analysé les informations de sa mémoire hippocampique. Le système demanda alors la permission de rappeler à River le moment où il se trouvait dans le département de création de vie. À ce moment-là, le héros se souvint effectivement de la substance étrange qu'il avait trouvée, ainsi que du moment où il s'était coupé. Comme il finit par le découvrir, des gouttes de son sang étaient tombées directement dans le flacon contenant cette substance. Après cela, une réaction étrange commença, qui transforma d'une certaine manière la substance. À cet instant, elle pénétra directement dans le corps du protagoniste et modifia littéralement ses organes. Lorsque River sentit un étrange picotement dans son cœur, il sauta immédiatement du lit. Il regarda sa main, car il sentait des changements dans son corps. Il avait très peur que cette substance ait réagi avec son sang. Elle s'est évaporée, puis est entrée dans ses vaisseaux sanguins. Le système a confirmé que la cellule artificielle était désormais avec lui et lui a demandé de lui donner un nom. Quand River s'est rendu compte qu'il n'avait pas le choix, il a décidé d'inventer un nom inhabituel et a proposé d'appeler la cellule Nog. Mais le système a répondu que c'était complètement absurde. River a essayé de le convaincre que cela avait du sens, mais le système semblait se moquer de lui. Le héros ne savait pas quoi faire, puisqu'il ne comprenait même pas ce qu'était une cellule artificielle. Et qui était donc ce fameux créateur? Cependant, le système insistait pour que le créateur donne un nom à la cellule artificielle. Sans réfléchir, le héros a dit le premier nom qui lui est venu à l'esprit, Rosaline. C'était le nom qui était inscrit sur le récipient de l'échantillon. Apparemment, le système a aimé ce nom et a déclaré qu'à partir de ce moment-là, Rosaline lui appartenait pour toujours. De plus, créer la vie était un événement qui ne pouvait se produire qu'une seule fois. Et River devait garder à l'esprit que, même s'il essayait de créer Rosaline de la même manière, la vie ne renaîtrait pas. Après cela, le protagoniste est resté à regarder l'écran un moment. Mais soudain, il a commencé à avoir mal à la tête et ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Malgré tout, le héros a décidé de se calmer, puisque tous ces phénomènes pouvaient être expliqués scientifiquement. Il en a conclu que tout cela n'était que des bêtises, qu'il s'agisse de cellules artificielles ou de synchronisation, et qui devait d'abord se concentrer sur des choses qui avaient du sens. Plus tard, River supposa que, si tout ce qui se passait était réel, alors cela devait expliquer pourquoi son état physique avait changé depuis qu'il était sorti de l'hôpital la veille. Lorsque le système afficha son statut, il vit que l'indicateur de santé de son foie était à 46%. River remarqua que son foie n'était pas en très bon état à cause de l'hépatite et que cela avait peut-être un lien avec tout ça. Le système commença alors à travailler pour normaliser les conditions du corps, annonçant qu'une inflammation avait été détectée dans le foie. À partir de là, le processus de suppression de l'inflammation et de restauration des tissus fut lancé. De plus, le système rétablit sa vue et activa également la régénération des cellules du myocarde, ce qui était impressionnant. River remarqua qu'il arrivait maintenant vraiment à bien voir, sans lunettes. Il remarqua alors que l'écran affichait la force des cellules. Il pensa que, si c'était la valeur maximale, cela devait représenter le total, mais il ne comprenait pas exactement d'où cela venait. Le lendemain, le protagoniste se rendit au département de psychologie, comme l'avait demandé le médecin qui l'avait ramené à la conscience. Même s'il n'en avait pas envie, il comprit qu'il devait suivre un traitement. Cependant, il comprit aussi qu'il ne pouvait dire à personne qui était Rosvina, ni comment elle apparaissait dans ses yeux, et il décida que peut-être il pourrait trouver des réponses là-bas. À ce moment-là, il remarqua la jeune fille qui lui avait donné le questionnaire. Soudain, elle se retourna et se mit à tousser. Sa toux était si forte qu'elle dut s'éloigner de son siège et se tourner de l'autre côté, se dirigeant vers les comprimés. River remarqua qu'elle était probablement enrhumée, et travailler en étant enrhumée était quelque chose de vraiment difficile. À ce moment-là, le système informa que le mode de synchronisation permettait de comprendre les phénomènes moléculaires et biologiques. Au début, le héros ne comprit pas ce que cela signifiait, mais après avoir lu l'explication, il
Il se rendit compte qu'il pouvait maintenant analyser le médicament contre le rhume que la jeune fille venait de prendre. Tout ce qu'il avait à faire était de confirmer le début de la synchronisation, et même s'il avait peur, il appuya sur le bouton. Dès que le mode de synchronisation fut activé, le protagoniste eut l'impression d'être transpercé par des dizaines d'éclairs. Lorsqu'il reprit enfin ses esprits, il remarqua que les sensations étaient incroyables, bien qu'un peu étranges. Le système expliqua que, dans ce mode, son énergie était consommée très rapidement. Il pouvait voir ce qui se passait dans le micro-monde avec une précision d'angstrom et de Dalton, et aussi observer des processus à l'échelle des picosecondes. Dans ce mode, il était possible de comprendre intuitivement n'importe quel phénomène moléculaire et biologique. Le médicament était une combinaison de remèdes contre le rhume, composé d'ibuprofène, un antipyrétique et analgésique, donc la température de la jeune fille devrait bientôt baisser. Le protagoniste remarqua également qu'il pouvait voir les globules blancs qui poursuivaient le virus responsable du rhume. Le système indiqua aussi que, dès que l'antipyrétique commencerait d'agir, la température corporelle baisserait d'1 degré et l'activité des globules blancs diminuerait jusqu'à 28%. River remarqua que le phosphate de dihydrocodéine provoquait une bronchodilatation, supprimant l'atout, mais il s'aperçut aussi que la dihydrocodéine était transformée en un autre ingrédient. À ce moment-là, il comprit que cet ingrédient était de la morphine, un type de drogue. C'est précisément à cet instant que le système l'informa qu'il avait déjà utilisé la moitié de son énergie. River se dit que, si c'était vraiment de la morphine, alors d'autres personnes pouvaient aussi prendre ce médicament combiné contre le rhume. Après cela, la jeune fille s'approcha et demanda s'il avait déjà rempli le formulaire, mais River lui demanda d'attendre. Il avait oublié de rédiger la partie médicale, car il pensait à Rosvina, mais il devait vérifier si c'était vrai, quoi qu'il en soit. Alors, il prit son téléphone portable et décida de faire des recherches sur cette substance. Il trouva quelques études montrant que la codéine se transformait en morphine dans le corps et qu'en Europe, il était interdit aux enfants de prendre des médicaments contenant de la codéine, ce qui signifiait que son hypothèse était correcte. À présent, il comprenait clairement qu'en regardant simplement les comprimés contre le rhume, il pouvait voir non seulement la composition du médicament, mais aussi l'effet qu'il avait sur le corps. Maintenant, il était certain que Rosvina n'était ni une hallucination ni une crise psychotique. Il avait reçu ses pouvoirs magiques ce matin-là. C'est à ce moment-là qu'il vit un autre jeune homme entrer dans le bâtiment pendant qu'il remplissait le questionnaire. Le protagoniste décida de tester sa nouvelle capacité sur lui aussi. Il regarda un garçon nommé Chuck qui souffrait d'une affection communément appelée schizophrénie. Une personne atteinte de ces conditions a souvent des hallucinations intenses et peut commettre des actes dangereux ou inappropriés sans s'en rendre compte. Le héros décida alors d'essayer d'utiliser le mode de synchronisation une seconde fois, se persuadant que tout irait bien. À ce moment-là, il eut soudain l'impression d'entendre des voix d'autres personnes disant des choses incompréhensibles. Au milieu de tout cela, il parvint à distinguer quelques mots liés au meurtre. Il semblait insulter ce garçon appelé Chuck. Puis, River eut l'impression que des yeux perçants le fixaient directement et lui demandait comment il était arrivé là. Il disait avoir l'impression qu'il regardait directement dans leurs âmes. À ce moment-là, Rosvina l'informa qu'un danger avait été détecté et le retira de force du mode de synchronisation. Cela effraya beaucoup River, et pendant un moment, il essaya de retrouver son calme. Chaque personne atteinte de schizophrénie a des hallucinations différentes, et si quelqu'un montre des signes de la maladie, il peut avoir des visions comme celle-ci. Ils n'ont vu cela que pendant quelques secondes, mais ils ont déjà eu l'impression d'être sur le point de devenir. Rosvina lui dit alors qu'il était débutant dans la gestion du mode de synchronisation pour la première fois et qu'elle veillait à sa sécurité. River était stressé et sa fréquence cardiaque a augmenté. Roslina a également ajouté qu'elle pouvait désactiver de force le mode de synchronisation pour qu'il ne souffre pas en reprenant le travail. River devait appuyer à nouveau sur le bouton de synchronisation. À ce moment-là, le jeune homme a senti qu'il ne pouvait tout simplement pas s'arrêter en cours de route et a appuyé sur le bouton. Quand il a fait cela, les mêmes visages effrayants sont apparus devant lui, marmonnant des absurdités inintelligibles. Mais cette fois, River était déterminé à plonger plus profondément. Soudain, l'image devant ses yeux a changé, et c'était comme si un cerveau était apparu, qu'il se trouvait juste devant lui. Le héros a regardé, surpris, et s'est rendu compte que c'était le cerveau de ce type. Dans une des parties, y compris le lobe temporal, il y avait des substances neurotransmettrices dont la sécrétion excessive était paralysée ou absente à cause de l'accident. River remarqua que c'était comme une panne de courant au centre-ville due à une surcharge, et que ce patient était maintenant en danger. À ce moment-là, le jeune homme frappe à la table du poing et serra les dents. La fille derrière le comptoir le regarda et lui demanda s'il allait bien. Soudain, il leva les mains et se mit à crier très fort. Puis Chuck se prit la tête et cria qu'Alice l'avait frappé et que Sam avait mal. Après avoir commencé à balbutier de façon incohérente, il se mit à crier quelques chiffres et, soudain, hurla que le meurtrier était juste derrière lui. Alors l'homme se mit à agiter les bras violemment, renversant toutes les affaires sur le bureau de l'employé. C'est à ce moment-là que le protagoniste s'est rendu compte que, si rien n'était fait, quelqu'un risquait de se blesser gravement, alors il a couru derrière Chuck et l'a attrapé par le torse. Au début, le jeune homme a essayé de résister, mais le protagoniste a continué à le maintenir. Il a tenté de le ramener à la raison et lui a dit qu'il pouvait se blesser, mais il a remarqué que ce gars-là était vraiment costaud. Il a regardé la fille qui courait hors du bureau et s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas gérer ça tout seul. Quelqu'un devait appeler du renfort rapidement. Soudain, Roslina annonçait que des signaux spécifiques avaient été enregistrés à partir des cellules fibreuses. C'était une situation d'urgence, il fallait donc passer à un état végétatif de consommation physique d'énergie. Pendant ce temps, d'autres médecins s'approchaient déjà de la scène. La fille leur a raconté que le patient avait une crise soudaine. En entrant dans le bureau, elle a immédiatement demandé au protagoniste s'il allait bien. Cependant, tout le monde a vu que River était assis sur Chuck, le maintenant au sol, le visage tourné vers le plancher. Le protagoniste respirait très fort puis s'est excusé, disant qu'il avait peut-être un peu exagéré. Les médecins l'ont regardé avec des expressions choquées pendant un moment, puis ont décidé qu'il fallait d'urgence lui administrer un sédatif. Après que tout se soit terminé, le protagoniste a marché dans le couloir et a remarqué que, même si ce n'était que temporaire, ses capacités motrices s'étaient améliorées. Il a réfléchi au fait qu'il ne croyait toujours pas totalement à l'existence de Roslina et soupçonnait encore qu'il souffrait lui-même de schizophrénie. Il décida que peut-être il était simplement en train d'halluciner et il soupçonnait cela depuis longtemps. Cependant, toutes les anomalies qu'il avait vécues jusqu'à présent et les cellules artificielles dans son corps prouvaient que Roslina existait réellement. Ainsi, en tant que scientifique, à partir de ce moment-là, River décida qu'il n'avait plus qu'une seule chose à se préoccuper. Comment devait-il utiliser cette capacité? River décida qu'il devait d'abord se débarrasser de l'agent. Roslina informa que son niveau de condition physique avait diminué en raison des synchronisations
synchronisations répétées. Et il fut également découvert que le microbiome dans le corps du créateur était déséquilibré. Il s'avéra que le protagoniste pouvait prendre des probiotiques pour restaurer sa force physique, et c'était un avantage, puisqu'il se trouvait dans une zone où il y avait une pharmacie qu'il fréquentait régulièrement. Le garçon était certain que la force physique était une ressource précieuse, alors il devait faire ce que Rosalina avait ordonné. Après cela, le jeune homme entra dans la pharmacie et demanda à la jeune fille une boîte de probiotiques. La jeune fille aux cheveux foncés dit qu'elle allait chercher le médicament dont il avait besoin et, à ce moment-là, River remarqua que la pharmacie avait toujours été tenue par une vieille dame. Il demanda à la jeune fille si la gérante de la pharmacie avait changé, ce à quoi elle répondit que c'était la pharmacie de sa tante qui avait pris de courtes vacances. La jeune fille ajouta qu'elle aussi était en vacances. C'est pourquoi elle s'occupait temporairement de la pharmacie. Elle posa alors une boîte de probiotiques sur le comptoir et dit que c'était la marque de médicaments la plus vendue. River regarda la jeune fille et remarqua qu'elle s'appelait Sonia. Elle était pharmacienne et la jeune fille confirma cela en disant qu'elle travaillait dans une petite entreprise. Ensuite, elle demanda au jeune homme s'il avait besoin de quelque chose d'autre, mais il répondit qu'il avait seulement besoin des probiotiques. Il prit alors la boîte dans ses mains et demanda si c'était un produit de l'entreprise de Rose. Sonia répondit que c'était une entreprise aussi grande que la Jean. Ils avaient une excellente technologie de production ainsi qu'une grande variété de bactéries. Elle a commenté que cela contenait des bifidobactéries et des lactobacilles qui sont très bénéfiques pour la fonction intestinale. Le protagoniste remercia la jeune fille, mais il avait encore quelques questions, bien qu'il doutât qu'il soit approprié de les poser à ce moment-là. C'est alors qu'il se souvint de ses compétences et décida d'utiliser le tableau des composants en tournant la boîte de l'autre côté, car il y avait des informations utiles écrites là. Il eut alors l'idée d'essayer d'utiliser à nouveau le mode de synchronisation. Avant de faire cela, il reporta son attention sur Sonia, qui était déjà en train de discuter avec un autre client. River activa alors le mode de synchronisation et commença à apprendre sur les types de bactéries qui composent les probiotiques. Grâce au système, il en apprit encore plus sur. Il a encore approfondi ses connaissances sur les bifidobactéries qui sont désormais étudiées par des entreprises pharmaceutiques pour la création de probiotiques. Un type de bactérie est la Phytacteria, mais River a décidé que cela ne valait pas la peine de continuer à étudier ce type. Le fait est que Rosalind lui a recommandé des bactéries qui n'avaient pas encore été étudiées par les entreprises pharmaceutiques. Comme il a découvert, en troisième position se trouvait la Chloronus limsi. Le fait est qu'il existe encore de nombreux domaines de la biologie qui n'ont pas été explorés et d'innombrables scientifiques errent dans une mer de connaissances avec une mauvaise carte. Cependant, les connaissances de Rosalind étaient comme un satellite à haute résolution offrant une vue d'ensemble de la Terre. Après tout cela, le protagoniste est rentré chez lui. Il se souvint que Sarah lui avait dit de ne pas se décourager jusqu'au moment des adieux, mais il avait gâché tous ses plans. River s'est rendu compte qu'il devait quitter cet endroit au plus vite, mais il ne savait pas où aller. Après avoir quitté l'entreprise, il ne pouvait pas nier que le statut de cette société était l'un des plus élevés du pays. Les autres entreprises pharmaceutiques n'avaient ni l'expérience ni l'infrastructure de recherche. Le principal problème, c'est que, aussi bon que soient les médicaments, ils ne pourraient pas rivaliser avec les produits de Higen, une entreprise déjà solidement implantée sur le marché national. Actuellement, il y avait quelques entreprises étrangères qui pouvaient rivaliser avec elles. Cependant, River doutait que cette option soit raisonnable. Il était certain que, même à l'étranger, il existait des personnes comme celle de cette entreprise, des gens qui dissimulent des données négatives lors des processus de recherche, y compris les coûts par unité de production. Il soupçonnait que certaines entreprises cachaient peut-être même des expériences illégales sur des humains. À présent, il se demandait s'il était déjà capable de détruire rapidement l'entreprise Célian. Le héros en était venu à la conclusion qu'il n'existait pas de véritable entreprise pharmaceutique honnête dans ce monde. Lancer une petite entreprise sans aucune base exigerait beaucoup d'argent et de temps. Il fallait bâtir l'entreprise sur une infrastructure solide. Il s'agissait d'atteindre un grand succès, de libérer le potentiel et de lancer des programmes d'affiliation. River n'était pas encore certain de ce dont Rosalind était capable. Peut-être que même le cancer ou le sida pourrait être guéri grâce à ce système. Même aujourd'hui, de nombreuses personnes souffrent encore de maladies incurables. De plus, le protagoniste comprit qu'il ne pouvait pas permettre qu'elle continue à souffrir dans la douleur. Il décida donc qu'il devait retourner chez Higen. Bientôt arriva le séminaire annuel de présentation des rapports, le plus grand événement de fin d'année réunissant tous les chercheurs d'agents. C'était le moment où chaque département rendait compte du travail accompli pendant l'année. Cependant, chaque année, le département de création de vie n'obtenait pas de résultats significatifs. Chaque fois que le représentant quittait la scène, ce qui suivait n'était qu'un silence général et de la condamnation. Quoi qu'il en soit, les directeurs n'attendaient de ce département qu'une chose nouvelle. Avec le temps, Parker commença à recevoir de plus en plus de demandes de démission volontaire de la part des chercheurs. Après cela, il remarqua une photo de sa famille sur le bureau. Il éprouvait des sentiments mitigés à l'idée de devoir traverser à nouveau cet enfer. Il décida alors d'effacer tout ce qu'il avait sur son ordinateur. Peu après, il annonça aux employés que le docteur River, un médecin célèbre recommandé par lui-même, allait les rejoindre. Ce jour-là, la première personne à le rencontrer fut une jeune femme nommée Chelsea, chercheuse principale. Elle expliqua qu'elle faisait auparavant partie de l'équipe de recherche et de traitement des protéines, mais que, pour certaines raisons, elle avait été transférée dans ce département. En réponse, le protagoniste s'inclina et dit qu'il était très heureux de la rencontrer. Ensuite, il remarqua un jeune homme un peu rond assis non loin qui tripotait sans cesse son téléphone. Parker s'approcha de lui et demanda au docteur Howard de se présenter puisqu'ils allaient se retrouver plus tard. Cependant, l'homme répondit qu'il restait encore 1 minute avant la fin de la pause déjeuner. Après cela, Chelsea s'approcha et dit, un peu confuse, que la pause déjeuner était déjà terminée. Dès qu'Howard entendit cela, il lâcha immédiatement son téléphone et déclara que, dans ce cas, il était temps de travailler. Il s'approcha du protagoniste et le salua. À ce moment-là, River remarqua que Howard était japonais, mais le docteur répondit qu'il était techniquement coréen et qu'il était actuellement citoyen de la Corée. Après cela, il conclut que c'était sa présentation finale. Et puisque la docteure Chelsea avait dit que le temps de repos était terminé, il devait se rendre à la réunion. À ce moment-là, River se sentit mal à l'aise, car il n'avait jamais rencontré de personne comme celle-ci. Alors, Parker s'est approché et a dit qu'en réalité, il y avait encore 2 personnes dans l'équipe. L'une d'elles était le chef du département, nommé Charlie, et la chercheuse Bella, pour le moment, était dans une autre ville pour le travail. Mais maintenant, ils devaient eux-mêmes se préparer pour le séminaire. L'homme a dit que, comme River allait les rejoindre aujourd'hui, il allait leur rappeler que leur département était impliqué dans la synthèse de cellules vivantes artificielles. Ils travaillaient sur des projets visant à cultiver des organes artificiels. L'objectif n'était pas seulement de cultiver des organes parfaits, mais aussi de s'assurer qu'ils puissent synthétiser
intégrés dans le corps des patients. En 1936, la première opération de transplantation rénale a été réalisée en Russie. Après un certain temps, le patient est décédé à cause d'une réaction inflammatoire. Cela s'est produit parce que les gènes du patient et du donneur du rein n'étaient pas compatibles. Le problème, c'est qu'à cette époque, les gens ne savaient pas que le système immunitaire humain perçoit les gènes d'une autre personne comme une menace. Lorsqu'on crée des organes artificiels, il existe de grandes difficultés à les concevoir en fonction des gènes des patients. River a alors décidé de poser la question. Serait-il nécessaire de commencer par créer des cellules artificielles avant de commencer à fabriquer des organes artificiels? Parker le regarda avec curiosité et dit que cela valait vraiment la peine d'essayer. Lorsque River a suggéré qu'il pourrait utiliser la technologie des cellules souches embryonnaires, le docteur a répondu que, bien que cette technologie existe, sa commercialisation n'est actuellement pas possible. Lorsque le héros a entendu cela, il a voulu en savoir plus sur les raisons. Parker a répondu que la raison était simple. Le matériel génétique du patient était inséré dans un ovule fécondé créé par la combinaison du sperme et de l'ovule. Comme les gènes du patient sont utilisés pour créer les organes, le corps ne rejette pas le nouvel organe artificiel. Cela semble facile à dire, mais le plus difficile dans ce métier, c'est que tout est très strict et la mise en œuvre de l'idée coûterait énormément d'argent. C'est pourquoi la greffe d'organes utilisant des cellules germinales embryonnaires reste encore du domaine de la science-fiction. À ce moment-là, River comprit ce qui se passait, mais il savait que, sous certaines conditions, cela pourrait être facile et peu coûteux. Cependant, s'il n'est pas possible de trouver une femme prête à donner un ovule, alors cela ne vaut même pas la peine d'essayer. À ce stade, le système a demandé s'il voulait savoir comment des cellules normales pouvaient être transformées en cellules souches embryonnaires. De plus, River s'est rendu compte que, cette fois, la dépense d'énergie physique ne serait pas mesurée en secondes. Cependant, il doutait encore qu'il soit possible de transformer des cellules normales en cellules souches embryonnaires. Mais, si cela était possible, cela résoudrait tous les problèmes qui avaient été soulevés auparavant. En réalisant cela, le protagoniste leva la main et se tourna vers Parker, lui demandant s'il existait un moyen de transformer des cellules normales en cellules souches embryonnaires. L'homme demanda s'il parlait de tissus cutanés ou de cellules épithéliales de la bouche, et le héros répondit que oui. À ce moment-là, l'homme réfléchit un instant puis déclara que, si cela était possible, cela révolutionnerait la transplantation d'organes. Le héros demanda alors, et si quelque chose comme ça devenait vraiment possible? Il regarda de nouveau le système, remarquant que Rosalind semblait avoir une solution. À ce moment-là, Chelsea s'approcha de lui et dit que, si tout se passait bien, le comité Nobel viendrait le voir pour lui annoncer qu'il avait remporté le prix Nobel de médecine. Cependant, Parker doutait qu'ils aient les compétences nécessaires pour cela, et demanda à River s'il avait une nouvelle technologie ou des résultats de recherche. Le héros répondit que, malheureusement, il n'en avait pas. À ce moment-là, Howard frappa la table avec sa canette de soda et déclara que c'était impossible, car une fois que les cellules se divisent, elles ne peuvent plus revenir en arrière. Le héros le regarda, l'air perplexe, mais ne contesta pas. Alors Parker dit qu'il devrait se concentrer sur la synthèse de cellules artificielles et décida de parler d'une expérience. Il pensa en lui-même que, comme ce n'était pas sa spécialité d'origine, il y avait beaucoup de choses qu'il ne savait pas. Cependant, Rosalind ne pouvait pas se tromper. C'était probablement une méthode innovante qui n'avait pas encore été découverte dans ce monde. Si cette technologie s'avérait efficace, il ne serait plus nécessaire de féconder un ovule en collectant du matériel biologique. Il serait possible de prendre la peau d'un patient ayant besoin d'une greffe de cœur et de l'utiliser pour créer un nouveau cœur. Comme il s'agirait de cellules du patient lui-même, il n'y aurait aucun risque de rejet du nouvel organe. Quand River pensa à cela, il activa le mode de synchronisation, mais le système l'informa qu'il n'avait pas assez de force physique. À mesure que le niveau de Rosalind augmente, le taux de récupération de la force physique augmente également. Pour augmenter le niveau de Rosalind, River devait améliorer l'état de transition ou le mode de synchronisation. À ce moment-là, le héros se demanda ce qu'il devait faire, car il ne savait pas comment améliorer tout cela. Parker informa alors que le dernier test, numéro 487, s'était terminé par l'échec de la stabilisation de la membrane cellulaire qui avait fini par être détruit. À ce moment-là, River se rendit compte qu'il avait déjà entendu ces chiffres auparavant. Il se souvint que le flacon contenant Rosalind portait les mêmes inscriptions. À présent, le héros se demandait ce qu'il avait fait à cette époque et décida qu'il devait y réfléchir calmement. À cette époque, Rosalind n'était qu'une masse chimique qui ne montrait aucun signe de vie. Mais une fois que cette substance est entrée dans son sang, tout a changé. Maintenant, il se demandait si la présence d'ATP dans ses cellules avait influencé la naissance de Rosalind. Pendant ce temps, Parker poursuivait sa présentation et les autres écoutaient attentivement. Mais River se demandait toujours si l'ATP était vraiment la cause. À ce moment-là, il ne savait pas à quoi s'attendre ensuite puisque ce département s'occupait de cellules artificielles. L'ATP devrait être facilement disponible au laboratoire. Le problème était de savoir comment introduire l'ATP dans Rosalind. Bien que cela paraisse complètement absurde, peut-être que la seule façon de ranimer Rosalind serait d'introduire de l'ATP dans son corps. Si ces suppositions étaient correctes, il pourrait acquérir une force physique énorme. Cela pourrait avoir un impact significatif sur de nombreux aspects. Il pourrait devenir une autorité dans le domaine de la technologie de transplantation d'organes. River se rendit compte que le séminaire final aurait lieu dans 2 semaines et se demanda s'il parviendrait à obtenir des résultats dans ce domaine d'ici là. Cependant, il décida que, de toute façon, il n'y avait rien dont il soit absolument certain. Alors il choisit de se lancer un défi. Après un moment, Parker annonça que le cours était terminé. Ils décidèrent de faire un résumé de tout, puis finir par se disperser. River demanda alors s'il pouvait étudier l'union des cellules souches après leur séparation pendant son temps libre. À ce moment-là, Howard reprit la parole et dit qu'il avait déjà mentionné que cela était impossible. Cependant, le protagoniste décida de ne pas répondre. C'est alors que Chelsea déclara que, puisqu'il était nouveau, il devrait avoir la permission de faire ce qu'il jugeait bon. Elle pensait que le docteur Rivera avait quelque chose en tête, c'est pourquoi il en parlait toujours. Parker réfléchit un instant, puis, finalement, lui permit de continuer. Il expliqua que, de toute façon, le docteur River avait travaillé dans une autre spécialité pendant tout ce temps et que son transfert avait été soudain. Par conséquent, il aurait besoin de temps pour s'adapter à ce nouvel endroit. Il dit que River pourrait faire ce qu'il voulait pendant 2 semaines et le héros le remercia pour cela. Après cela, il se rendit directement au laboratoire du département de création de la vie et entra dans le réfrigérateur. Là, il trouva le flacon dont il avait besoin. C'était de l'ATP ou adénosine triphosphate. Il lui suffisait de prélever 1 millilitre, de le filtrer et de le stériliser à l'aide d'un filtre de 0,22 micromètres. Après cela, il devait mettre la substance dans une seringue et la préparation serait terminée. River injecta alors la seringue dans son propre corps, mais il n'arrivait toujours pas à croire qu'il en était arrivé au point de réaliser des essais
cliniques sur lui-même. Après tout, personne ne croirait à l'existence de Rosalind, donc c'était la seule solution. Le jeune homme décida que, de toute façon, cette capacité était clairement inoffensive pour le corps humain. Alors il devait essayer. Lorsqu'il injecta l'ATP dans son sang, il ressentit un étrange vertige. Le système informa alors que Rosalind avait absorbé l'ATP. Elle précisa aussi que ses cellules de force physique avaient augmenté temporairement, mais le héros ne comprenait pas pourquoi l'effet était temporaire. De plus, dans 21 heures, la force physique n'augmenterait que de 0,6. Mais, de toute façon, la valeur de la force physique était déjà supérieure à 2 unités. Le héros décida alors qu'il devait se dépêcher et confirma la transformation des cellules normales en cellules souches embryonnaires. Rosalind expliqua qu'en manipulant certains gènes dans une cellule normale, il pouvait la convertir à l'état de cellules souches embryonnaires et recommanda les 4 ensembles de gènes suivants comme étant les plus faciles à utiliser. Elle précisa qu'avec les gènes mentionnés ci-dessus, une exploration quadruple était possible dans la cellule. Quand le protagoniste lut tout cela, il conclut que c'était quelque chose d'incroyable. Cela ressemblait à une réponse divine. Il n'aurait jamais pu imaginer que, parmi 20 000 gènes, seuls ces 4-là devaient être manipulés. Maintenant qu'il savait comment tout fonctionnait, il décida qu'il était temps de se procurer les ingrédients pour l'expérience. Il se pencha sur l'ordinateur, commença à rechercher les gènes que Rosalind avait recommandés et décida de passer commande immédiatement. Rosalind lui avait également dit qu'il était recommandé d'injecter des cellules rénales embryonnaires provenant d'une personne spécifique. Elle lui conseilla de réaliser cette implantation à l'aide d'un rétrovirus et de les incuber pendant 3 jours, de la même manière que des cellules souches embryonnaires. Le protagoniste suivit toutes les instructions et ne quitta pratiquement pas le laboratoire pendant plusieurs jours. Au bout d'un certain temps, ils finirent par entrer dans son bureau et remarquèrent que River avait l'air très fatigué. Cependant, lorsque les autres regardèrent la table, ils s'aperçurent qu'il y avait devant eux un échantillon de cellules souches. River expliqua que, si la substance se développait dans une boîte de pétri, on pouvait alors l'appeler cellule souche. Il dit qu'il leur enverrait une description détaillée du processus de l'expérience par email. Chelsea répondit que ce serait génial si cela fonctionnait, mais qu'elle n'avait pas beaucoup d'espoir. En réponse, le protagoniste ne fit que bâiller de fatigue et fit remarquer qu'il était déjà l'heure du déjeuner, suggérant qu'ils sortent manger. Peu après, ils se dirigèrent vers le réfectoire, où il y avait déjà pas mal de monde. Une femme aux cheveux foncés, portant un imperméable jaune, se tenait près du comptoir. Le protagoniste se plaça à côté de Howard, qui admirait le poulet servi ce jour-là. Apparemment, il s'était déjà servi avant même que les autres ne se soient assis à table, et il allait maintenant en reprendre. Chelsea a ri et a dit que, parfois, elle faisait pareil quand son plat préféré était préparé. À ce moment-là, le protagoniste était sur le point de commencer à manger, mais il fut soudainement attiré par le cri de quelqu'un. En tournant la tête, il vit une fille aux cheveux foncés crier sur Howard parce qu'il avait renversé une assiette sur elle. Quand elle lui a demandé qui il était, elle a remarqué le badge indiquant qu'il était un assistant du département de création de la... Quand la fille a vu cela, elle s'est exclamée que c'était tout simplement impensable. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait eu la malchance de tomber sur quelqu'un d'un des départements les plus misérables. Quand Howard a entendu cela, il s'est senti extrêmement gêné, mais il s'est rendu compte qu'il était arrivé le premier et qu'il était dans la file, alors que la fille était derrière lui. À ce moment-là, un homme grand est intervenu dans la discussion et, dès que la fille a vu son chef, elle a immédiatement arrêté de crier. Il s'avère que c'était le chef du département des aliments sains. Il s'appelait Mike. La fille s'est précipitée pour raconter qu'elle était tombée sur cet homme et que ses vêtements étaient sales. Elle continuait de crier qu'elle avait une réunion après le travail et qu'elle ne pouvait pas y aller avec des vêtements sales. Le protagoniste, qui observait tout ce qui se passait depuis le début, décida qu'apparemment, il devait intervenir. Cependant, à ce moment-là, tout le monde entendit soudain quelqu'un crier. Il s'avère que Mike s'est mis à crier sur Howard, lui demandant pourquoi le département de création de la vie se retrouvait toujours mêlé à ce genre d'histoire. Il a dit qu'il s'attendait déjà à ce qui se passerait lors du séminaire final et que les gars de ce département n'arrivaient même pas à se concentrer sur le simple fait de marcher. Ensuite, il a reporté son attention sur les vêtements de la fille et a demandé à Howard comment il comptait compenser cela, puisque même en lavant le vêtement après une tâche pareille, il serait difficile de le porter à nouveau. Howard s'est alors proposé d'acheter de nouveaux vêtements pour elle, mais la fille est restée mécontente et a demandé ce qu'elle était censée faire à ce moment-là. C'est alors que Parker est finalement intervenu dans la discussion et a demandé ce qui se passait. La fille l'a regardé avec mépris et a demandé s'il faisait lui aussi partie de ce département. Parker et Chelsea ont regardé la fille sérieusement et ont demandé en quoi cela avait de l'importance. Quand la fille a ri, elle a déclaré que tous les tas d'ordures traînaient toujours ensemble. Et selon elle, il était évident que tout le monde ici venait du département de création de vie. Quand on lui a demandé de s'excuser pour ce qu'elle avait dit, la fille a répondu avec un sourire sarcastique que c'était l'employé de son département qui était responsable de tout, ce qui signifiait qu'elle n'était pas obligée de présenter des excuses. Elle a ajouté qu'il semblait qu'ils n'arrivaient à rien gérer et qu'ils allaient encore échouer au séminaire final, tout comme l'année dernière, en soulignant que leur département mettait en péril toute la réputation de l'entreprise. À ce moment-là, Parker était déjà à bout, mais il est resté calme et a suggéré qu'ils arrêtent de se disputer et regardent des images des caméras de sécurité. C'est alors que Chelsea est intervenue et a affirmé que la femme portait une mini-jupe au travail, ce qui constituait une violation du règlement du laboratoire. À ce moment-là, la jeune fille a fait une grimace car elle ne savait pas quoi répondre. Cependant, Mike a pris sa défense en disant qu'il avait donné son autorisation et qu'elle s'habillait ainsi avec sa permission. Il a fait remarquer que, de toute façon, tout le monde se préparait actuellement pour le séminaire et ne participait pas vraiment à des recherches en laboratoire à proprement parler. De plus, il a ajouté que Mademoiselle Julia avait déjà dépassé ses objectifs de l'année. Elle avait envoyé un rapport sur son travail et ses expériences la semaine dernière et, contrairement à certains, c'était une employée très précieuse et compétente. Ensuite, il a demandé à Parker s'il pensait avoir le temps de regarder les images des caméras et de trouver quelqu'un à blâmer. Il a ajouté que Parker devrait économiser son temps et se concentrer sur les expériences et la préparation des matériaux afin de ne pas gâcher l'atelier comme il avait fait l'année dernière. À ce moment-là, River observait silencieusement tout ce qui se passait depuis l'extérieur. C'est alors que Howard a finalement pris la parole. Il a décidé de changer d'attitude et a admis que la faute lui revenait entièrement. Il a promis qu'il achèterait de nouveaux vêtements pour Julia. Cependant, à ce moment-là, une autre personne est intervenue dans la conversation et a affirmé que ce n'était pas nécessaire. River a fait un pas en avant et a dit que c'était au département de l'alimentation saine de présenter des excuses. Lorsque les gens ont commencé à demander qui il était, le protagoniste s'est présenté et a dit qu'il avait intégré le département de création de vie la semaine précédente. Quand il s'est rendu compte qu'il avait été reconnu, il a ajouté qu'en effet, il avait insulté le directeur du laboratoire de recherche afin que les autres soient certains qu'il était capable de refaire quelque chose de ce genre. En réponse,
réponse, Mike s'est contenté de sourire et a dit que c'était une menace plutôt amusante. Cependant, River déclara qu'il n'avait pas l'intention d'aller frapper les gens, mais qu'il ne comprenait pas une chose. Il rappela qu'on avait suggéré de regarder les images de la caméra pour voir qui était le coupable. À ce moment-là, Mike serra les dents et déclara qu'il n'avait pas de temps à perdre avec ses absurdités. Le héros le regarda avec un sourire arrogant et demanda si tout cela arrivait à cause des expériences. Il ajouta qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter puisque tout était terminé et demanda à ce qu'il arrête d'interférer. En réponse, Mike se contenta de rire et remarqua qu'apparemment il avait quelque chose à présenter lors du séminaire final, ce à quoi River répondit par l'affirmative. À ce moment-là, tout le monde resta bouche bée de surprise. Parker regarda son nouvel employé et lui demanda de quoi exactement il parlait. Cependant, le protagoniste l'ignora et dit à Mike que peu importait ce que le département des aliments sains était en train d'annoncer. Il expliqua que leurs produits ne servaient qu'à prendre des photos, à s'amuser et à être jetés à la poubelle. C'est pourquoi il dit à Mike d'attendre avec impatience le séminaire. Pendant ce temps, toute la discussion était enregistrée par une caméra de surveillance. Quand tout fut terminé, le héros pensa en lui-même qu'il n'était pas conseillé de simplement rester immobile lorsque la réserve de force physique était pleine, mais que la force physique se régénérait automatiquement avec le temps. Le week-end, il prévoyait de développer lui-même un médicament, quelque chose qu'il aurait créé personnellement sans l'ingérence de l'entreprise. Il s'est alors tourné vers Rosaline et lui a demandé de lui parler du traitement contre le cancer du foie, mais le système a répondu que le cancer du foie était une maladie très grave et qu'il ne serait pas possible d'effectuer le test en une seule fois. Quant au cancer du poumon, c'était aussi une maladie très grave et tout aussi impossible à analyser d'un seul coup. En entendant cela, le héros soupira avec découragement et se demanda s'il avait été vain d'espérer créer un remède contre le cancer. De plus, il manquait maintenant de force physique et il pensa que ce serait génial s'il pouvait augmenter le niveau de Rosalin. Le système informa qu'il fallait des nutriments pour monter de niveau, spécifiquement de la vitamine B6 et du zinc. Dès que le héros entendit cela, il se rendit immédiatement à la pharmacie où Sonia travaillait. Quand la jeune fille le vit, elle demanda s'il était le même gars qui avait acheté des probiotiques la semaine précédente et si cela avait été efficace. En réponse, River la remercia pour la recommandation et dit que cela avait définitivement fait effet. Alors, Sonia demanda pourquoi il était venu ce jour-là. Le jeune homme demanda si elle avait un complément multivitaminé qui incluait de la vitamine B et du zinc. En entendant cela, la jeune fille se dirigea rapidement vers les étagères pour prendre la boîte nécessaire. Puis elle se souvint des bactéries Bito, à propos desquelles le jeune homme avait posé des questions la semaine précédente. Elle dit qu'elle avait interrogé l'équipe de l'entreprise, mais que les résultats de la recherche semblaient un peu imprécis. Au début, River fut surpris, mais il se rendit vite compte que c'était tout à fait prévisible. Ensuite, Sonia lui demanda s'il travaillait aussi dans le domaine médical. Et River admit qu'il travaillait pour une entreprise pharmaceutique et qu'en ce moment, il faisait des recherches sur les cellules souches. En entendant cela, Sonia fut surprise, car les cellules souches et les bactéries étaient des domaines complètement différents. Alors, River prit la capsule et reconnut que c'était vrai. Lorsqu'il a avalé les vitamines, Rosaline a informé que la vitesse de synchronisation et la force physique des cellules avaient augmenté parce qu'une vitamine de bonne qualité avait été absorbée. Le héros fut surpris de constater que sa force physique avait augmenté bien plus que prévu et il devint curieux de savoir de quelle entreprise provenait le produit. Il s'est avéré que cela venait d'une entreprise pharmaceutique appelée Dongvan. Il a alors demandé à Sonia si elle vendait des médicaments de la société A. La jeune fille a répondu qu'ils avaient un médicament appelé Power Nature, leur produit le plus vendu. La composition de ce médicament était presque identique à celle du Benefit Alpha, mais les produits de l'entreprise Ejan coûtaient le double. Elle a alors demandé à River s'il voulait acheter le Power Nature. En réponse, le jeune homme a dit qu'il n'en avait pas besoin car il n'aimait pas l'entreprise Ejan. Il a ajouté qu'il pensait que la jeune fille lui proposerait un médicament de cette entreprise et qu'il avait été surpris quand elle en avait proposé un d'une autre. Sonia a répondu qu'apparemment, ils se ressemblaient sur ce point puisqu'elle non plus n'aimait pas l'entreprise Ejan. Le héros en a été surpris car les produits de cette entreprise étaient plus chers que les autres, ce qui aurait dû être avantageux pour les pharmaciens. Cependant, la jeune fille a dit que cela pouvait être vrai, mais qu'elle avait beaucoup de mauvais souvenirs associés à cette entreprise. Elle s'est retournée et a lancé que l'entreprise Agent et Jean avait l'habitude de faire de mauvaises choses. Quand River a entendu cela, il a été surpris par une telle révélation. La jeune fille a raconté qu'une fois, ils avaient volé un médicament à une petite entreprise qui était encore en phase de développement. Ils ont lancé leur médicament en même temps, détruisant complètement cette petite entreprise. En entendant cela, le protagoniste s'est rendu compte que le puzzle dans son esprit commençait à s'assembler. Lorsqu'il a travaillé au département de développement d'un médicament antitumoral, il a fait une présentation personnelle sur le médicament Célicor. L'efficacité du médicament Roa de l'entreprise Ejan était bien supérieure à celle du Célicor de l'entreprise Soligenet. En conséquence, sur décision du directeur de l'institut de recherche, Hank, le Célicure a été retiré du marché. À présent, River comprit que c'était de sa faute d'avoir fait une confiance aveugle à l'entreprise Ejan. Il décida alors de poser une question de plus à Sonia, mais à ce moment-là, ils furent interrompus par un bruit étrange. Il s'avéra qu'un homme âgé était entré dans la pharmacie en toussant et en éternuant très bruyamment. River et Sonia tournèrent immédiatement leur attention vers lui, et Rosaline remarqua que des gouttes de salive volaient en direction du protagoniste. Elle le prévint du danger, et à ce moment-là, le héros ressentit une forte douleur à la tête. Il ne comprenait pas pourquoi la douleur était apparue si soudainement, et tout de suite après, il sentit sa tête tourner. Il essaya de fixer son regard sur Sonia et sur les clients, mais il sentit sa vision commencer à se détériorer. En seulement quelques secondes, il semblait que ses yeux étaient recouverts d'un voile blanc. Il ne comprenait pas ce qui se passait, car il y a peu de temps encore il avait les yeux ouverts, mais maintenant il ne voyait plus rien. Il avait l'impression que tout le monde était recouvert d'un voile blanc, et à cause de cela, il ne parvenait plus à rester debout. Après cela, un bruit fort et aigu résonna dans sa tête, et les voix autour de lui commencèrent à ressembler au froissement d'une feuille de papier. Puis, lorsqu'il ouvrit soudainement les yeux, il vit plusieurs cellules devant lui, et Rosalyn l'informa que le virus de la grippe avait été détecté. River mit peu de temps à retrouver la mise au point, mais il vit bientôt des cellules virales voler devant lui. À ce moment-là, un mal de tête le traversa, encore plus intense qu'auparavant. Sonia et l'homme remarquaient. Cette histoire commence dans l'un des hôpitaux. L'un des médecins a reçu un appel de sa petite amie qui lui a demandé s'il avait vraiment été réprimandé au travail. Il s'avère qu'il a été retiré du service et suspendu de ses fonctions. Lorsque le jeune homme a dit qu'il avait été suspendu pour un mois, la jeune femme lui a demandé s'il pensait à changer de travail. Cependant, le protagoniste, nommé River, a répondu que maintenant il voulait vraiment tout laisser tomber, mais qu'il avait des problèmes financiers et que s'il quittait son emploi à ce moment-là, il n'y aurait personne pour payer les dettes de ses parents. À
ce moment-là, sa petite amie est restée silencieuse un instant, puis a suggéré qu'ils reconsidèrent leur relation. Cette proposition a laissé River sans voix. La jeune femme a dit qu'au travail, les collègues étaient toujours en train de chuchoter et que, cette fois, il lui avait demandé des explications sur le mauvais comportement de son petit ami. À ce moment-là, River l'a interrompu et a dit qu'il n'avait rien fait de mal, qu'il ne faisait que rester fidèle à ses principes moraux. Cependant, la jeune femme l'a aussi interrompu et a dit qu'elle voulait parler sérieusement. À ce moment-là, le jeune homme s'est senti très offensé. Il a brièvement éloigné le téléphone de son oreille et a dit qu'il n'arrivait pas à croire qu'elle était vraiment en train de le quitter. Il a parlé de combien tout était difficile pour lui en ce moment et a demandé pourquoi elle voulait le quitter justement maintenant, alors qu'il devrait être du même côté. Cependant, la jeune femme a dit qu'elle aussi avait du mal à y croire et que même s'ils étaient dans des départements différents, ils avaient quand même une relation au bureau. Et maintenant qu'il s'est disputé avec le directeur de l'institut de recherche, elle aussi allait avoir des difficultés. Elle a dit qu'elle recevait beaucoup de regards de travers et qu'elle dépensait beaucoup d'énergie à cause de ça. Mais River a dit qu'elle-même devait bien connaître les mauvaises conduites du directeur. Maintenant, il pensait que sa petite amie n'était qu'une scientifique qui faisait semblant de ne rien remarquer. En réponse, la jeune femme a dit qu'elle faisait partie d'une société qui faisait semblant de n'avoir rien vu. Elle a dit que ce serait la dernière fois qu'elle en parlerait et a demandé à River de ne pas se fâcher contre elle parce qu'il n'était plus un enfant, il n'avait même pas 20 ans. Après cela, elle s'est excusée et a raccroché. Avant de dire adieu pour toujours, elle a demandé au jeune homme de ne plus jamais l'appeler. Après la fin de la conversation, le protagoniste a serré son téléphone dans la paume de sa main, nerveux. Ensuite, il s'est enfin levé, essayant de reprendre ses esprits et a maudit le directeur de l'institut de recherche, Hank, car il croyait que c'était lui le responsable de tout. River a compris que, dans ce monde, même s'il se mettait en colère, suivait son rêve et défendait ses principes, il devrait quand même en payer le prix. Et maintenant, il ne voyait plus de raison de rester en colère. Cependant, il se reprochait d'avoir eu une dispute avec Hank. L'histoire revient alors 4 jours avant la suspension de River, lorsqu'il était encore au département. Il se trouvait dans le bureau avec des médicaments anticancéreux lorsque son assistante est entrée en courant et a annoncé que la direction de l'entreprise avait racheté ses liqueurs. Quand River a entendu cela, une expression de véritable surprise est apparue sur son visage. L'assistante ajouta que la direction avait investi 10 milliards dans Seligé pour acquérir le médicament. Mais River savait qu'il était encore en phase d'essai clinique. Alors, un technicien senior du laboratoire, nommé Chris, dit que c'était vrai, mais que cela en valait quand même la peine. À présent, River se disait que, dans ce cas, il devrait terminer le projet. Mais il n'arrivait toujours pas à croire que la direction de l'entreprise avait déjà acheté ce médicament. De plus, il savait que la Sélicure était bien meilleure que leur médicament. Il fit remarquer que l'Eloa provoquait des effets secondaires, comme des éruptions cutanées, et devait être pris pendant longtemps, alors que la Sélicure n'avait rien de tout cela. À ce moment-là, la conversation fut interrompue lorsqu'une jeune fille aux cheveux foncés entra dans le bureau. C'était la responsable de l'étude, Anna, qui fut elle aussi surprise d'apprendre l'achat du médicament. River suggéra alors de terminer rapidement et de vendre le médicament dès qu'il serait prêt. Anna ajouta qu'elle soupçonnait déjà que l'entreprise audacieuse Seligné réussirait à créer un nouveau médicament. Lorsqu'elle demanda s'ils avaient obtenu de bons résultats, River répondit que oui. Ce médicament fonctionnerait bien mieux. De plus, il était convaincu qu'il arriverait à le promouvoir mieux que quiconque. Plus tard, le protagoniste se rendit à Lowry, un lieu de stockage de restes squelettiques. Là, il s'approcha de l'un des compartiments où se trouvait la photographie d'une petite fille et lui parla, disant que son frère était arrivé. Il décida aussi de lui dire que, plus tard, il serait encore capable de venger sa mort. Il a dit qu'une entreprise audacieuse avait créé un nouveau médicament et que l'entreprise de River l'avait acheté pour le développer entièrement. Il a promis à sa sœur qu'il veillerait à ce que plus personne ne meure du cancer. Peu après, le directeur Hank l'a appelé et lui a demandé pourquoi il tenait tant à obtenir la Sélicure. Le protagoniste a répondu que ce médicament était meilleur que ce produit par leur propre entreprise. River a dit que le médicament avait un taux de guérison clinique élevé et peu d'effets secondaires. Cependant, Hank a semblé mécontent et a demandé s'il avait déjà réfléchi aux aspects négatifs du médicament. À ce moment-là, River ne sut pas quoi répondre, car le coût de production de la Sélicure était assez bas. Les propriétés du médicament étaient meilleures. Il n'avait également aucun effet secondaire et la période de récupération totale était courte. Mais il allait dire qu'il y avait aussi quelques points négatifs. Alors, il a commenté qu'avec ce médicament, une personne pouvait être traitée pendant 2 ans, mais qu'avec le leur, Eloa, il faudrait 5 ans. Cependant, Hank a dit qu'il ne soupçonnait encore rien. De toute façon, le patient devait choisir entre les médicaments. Il a demandé à River ce qui serait le mieux en tenant compte des ventes de l'entreprise. Le héros a pensé au fait qu'Eloa était plus cher que Sélicure et que la période de récupération totale était plus longue. Bien sûr, les ventes d'Eloa étaient plus élevées. Hank a alors admis qu'il avait acheté le Sélicure au départ juste pour s'en débarrasser et il a vite demandé à River d'arrêter de rêvasser et de faire ce qu'il lui disait. Quand River a demandé si les autres étaient au courant, Hank a répondu qu'il n'y avait pas de personne dans l'entreprise aussi incompétente et naïve que River. Personne ne lui avait dit cela directement, ce qui l'a contrarié car il était tellement enthousiaste. Cependant, Hank admettait maintenant honnêtement que la science coûte de l'argent. Le salaire mensuel de River coûtait de l'argent, tout comme les réactifs de sa recherche. Après cela, il s'est penché vers le jeune homme et a dit que ce n'était pas une université pour lui, mais bien une entreprise qui devait générer des profits. À ce moment-là, le protagoniste a compris clairement que cet homme n'était définitivement pas un scientifique. Tout le monde dans le département des médicaments contre le cancer le savait et personne ne remettait cela en question. Les scientifiques qui développaient des médicaments anticancéreux faisaient semblant d'ignorer l'existence de médicaments meilleurs. Tout n'était qu'une mascarade. À cet instant, le protagoniste a baissé la tête et a murmuré, traitant tout le monde de tricheur. Il a regardé son reflet dans la tasse de café et s'est rendu compte qu'il ne ressentait plus que de la colère, du dégoût face à l'injustice et du mépris. Il en est même venu à penser que ses émotions allaient le faire vomir. Les anciens qu'il respectait, en qui il avait confiance et qu'il suivait, s'étaient révélés être des imposteurs. La meilleure entreprise pharmaceutique du monde, où il travaillait, était elle aussi une supercherie. Alors, le protagoniste frappa violemment du poing sur la table, ce qui effraya énormément Hank et le traita de salaud. Ensuite, il lui dit de ne plus jamais oser se qualifier de scientifique. Sans attendre de réponse, River quitta le bureau. Le protagoniste était submergé par ses émotions, mais il ne s'arrêta pas. Il continua d'avancer. Peu de temps après, il se mit à boire de l'alcool fréquemment. Il le faisait sans aucun contrôle et on pouvait dire qu'il était constamment ivre. Il resta absent du travail pendant un mois entier, mais le temps passa rapidement. À présent, River repensait à la façon dont il avait passé la majeure partie de ce mois. Il ne se souvenait de rien d'autre
autre que de boire. La déception et le désespoir qu'il avait vécu dans l'entreprise l'avaient rendu dépendant à l'alcool. Peu de temps après, River a lâché le médecin et reçu un diagnostic d'hépatite. Le médecin lui a dit que s'il continuait à boire, il pourrait développer une cirrhose du foie et en mourir. À ce moment-là, le héros commença à penser que la vie était complètement absurde, mais pas au point de se suicider. Il comprenait que, s'il perdait ses forces, la vie de ses parents et de sa sœur s'effondrerait. River comprit aussi que sa défunte petite sœur ne devrait plus avoir honte de son frère. Il décida alors qu'il devait reprendre conscience et affronter tout à nouveau. Peu après, il arriva dans la salle de création de la vie. Quand le héros ouvrit la porte, il se présenta comme River, du département de recherche sur les médicaments contre le cancer. À l'intérieur, il vit un jeune homme endormi sur son établi. À ce moment-là, le héros pensa que le département de création de la vie était l'endroit où arrivaient les acides gras, les nucléotides, les électrolytes et autres substances similaires. Il comprenait aussi la synthèse artificielle de cellules vivantes avec la stimulation appropriée et, enfin, la recherche de formes créatrices de vie. Alors, River leva les yeux et vit la plaque du laboratoire. Lorsqu'il trouva le numéro, il commença à penser que la véritable raison pour laquelle ce département avait été créé était d'isoler les employés à problème comme lui. Cependant, le protagoniste fut surpris de voir que l'endroit était étonnamment propre. Sur les tables, il aperçut un kit d'électrophorèse et le système dont il avait besoin. Mais, à ce moment-là, il remarqua quelque chose d'étrange. Quand le héros tourna la tête en direction d'un bruit étrange, il vit une unité de chauffage en marche. C'était un dispositif qui régulait la substance testée à une certaine température. River se rendit compte qu'apparemment une réaction avait eu lieu, mais il ne savait pas quoi faire de cela, ni qui avait pu laisser l'appareil allumé. Il commença à paniquer, mais décida que la première chose à faire était d'éteindre l'appareil pour arrêter le chauffage des substances. Le jeune homme prit soigneusement une pince et retira un flacon contenant une substance rose inconnue. Ensuite, il versa soigneusement le contenu dans un autre récipient. Quand tout fut prêt, River put enfin respirer soulagé, mais il s'indignait ensuite du fait que ces gens pouvaient laisser le laboratoire dans un tel état. C'est alors qu'il remarqua la poupée et vit l'inscription Rosalin dessus. Il se rendit compte qu'il s'agissait d'une cellule artificielle. Après cela, il prit le flacon contenant la substance et décida de l'observer de plus près. Il la plaça sous le microscope puis se pencha dessus. Au début, tout allait bien, mais River remarqua alors que les cellules commençaient à mourir rapidement. À ce moment-là, il comprit qu'apparemment la substance ne contenait pas assez de sel. Le protagoniste fut pris d'enthousiasme et décida d'ajouter la solution à l'intérieur. Il mit une goutte de la solution et, au début, rien ne se produisit. Mais soudain, les cellules moururent. À ce moment-là, River se rendit compte qu'il s'était trompé, mais il pensa alors que des situations similaires s'étaient déjà produites. Il se demandait maintenant s'il était vraiment possible de simplement créer la vie sans réfléchir. Cependant, à cet instant, il toucha la partie du flacon qui était fissurée et se blessa au doigt. Aussitôt, le sang commença à couler de son doigt, ce qui provoqua une douleur désagréable. Il ne comprenait pas pourquoi l'équipement était en si mauvais état, même si la salle semblait plutôt bien organisée. Il regarda alors de nouveau son doigt et remarqua que le saignement ne s'arrêtait pas. Le héros supposa qu'il s'était profondément coupé. Il examina alors de nouveau la blessure pour s'assurer que rien n'y était entré. Après cela, River alla à la salle de bain pour laver sa blessure, quand soudain il remarqua quelque chose d'étrange. En regardant son doigt, il vit qu'une étrange mousse blanche s'était formée sur la coupure. Cependant, le jeune homme n'y prêta pas vraiment attention et sortit de la salle de bain. À ce moment-là, un travailleur qui dormait pendant tout ce temps le remarqua et River le salua. En réponse, l'homme se leva de son siège et dit qu'il était très heureux de rencontrer River, se présentant comme un chercheur principal nommé Parker. Après que les deux se soient serrés la main, Parker souhaita la bienvenue au protagoniste dans l'exil. En voyant l'expression confuse sur le visage du jeune homme, il expliqua que c'était l'endroit où tous les ratés de l'entreprise se retrouvaient. C'est alors qu'il se rendit compte qu'il était face au même jeune homme qui s'était récemment disputé avec le directeur Han. Maintenant, tout avait un sens pour Parker, car depuis cet incident, toute l'entreprise ne parlait plus que de ça. Il supposait que maintenant River était très déçu par l'entreprise, mais qu'il avait tout de même réussi à résister à l'idée de quitter son emploi. Le héros expliqua que c'était pour des raisons économiques et Parker répondit que pour lui et pour tout le monde ici, c'était pareil. Après cela, il commença à parler du bloc thermique. River admit alors, avec honnêteté, qu'il avait éteint et retiré l'échantillon, puis avait essayé d'ajouter une solution. Parker répondit que tout allait bien et qu'il était heureux qu'un spécialiste aussi qualifié soit arrivé. Cependant, River ajouta qu'au final, toutes les cellules étaient mortes. Parker, quant à lui, dit qu'il n'y avait rien à faire. Leur expérience échouait depuis environ 2 jours, mais la haute direction n'attendait déjà plus rien de ce projet. Il tendit alors une bouteille de soda au protagoniste et lui demanda de ne pas s'inquiéter. Il mentionna aussi qu'il y aurait un séminaire important à la fin de l'année. Le protagoniste voulait demander de quel type de séminaire il s'agissait, mais il fut soudain traversé par une douleur aiguë. En regardant Parker, il remarqua que ses yeux commençaient à se fermer lentement et puis il perdit complètement connaissance. La bouteille s'échappa de ses mains et River s'effondra au sol. Parker courut immédiatement vers lui et tenta de le ranimer. Quand il s'est rendu compte que le jeune homme ne répondait pas, il a demandé à ses collègues d'appeler une ambulance. Peu de temps après, le protagoniste a été emmené à l'hôpital où il a repris connaissance. Pendant tout ce temps, il a été surveillé par un médecin qui était présent au moment où il a ouvert les yeux. L'homme a dit que River était à l'hôpital et a demandé s'il avait une maladie chronique. C'est à quoi le jeune homme a répondu qu'il avait été diagnostiqué avec une hépatite 4 jours auparavant. Le médecin a alors dit que l'hépatite pouvait aussi provoquer une anémie et a suggéré de faire un test puisqu'ils étaient déjà à l'hôpital. Cependant, River n'a pas réagi à ces paroles. Le médecin s'est penché plus près et a demandé au jeune homme s'il pouvait l'entendre. Cependant, à ce moment-là, le protagoniste était préoccupé par ce qui était apparu juste devant son visage. C'était comme si une fenêtre de système était apparue devant lui, disant que la création de la vie relevait du domaine du souverain. Et River a dit cela au médecin, mais il n'a pas compris de quoi le jeune homme parlait. Malgré tout, le protagoniste continuait à avoir une étrange inscription devant lui, jusqu'à ce que le système lui annonce qu'il avait créé des cellules artificielles et était devenu le premier joueur de l'histoire de l'humanité. Le médecin a demandé au jeune homme ce qui était écrit là, mais le protagoniste ne savait pas quoi répondre. L'homme a alors suggéré que le patient pourrait être en train d'avoir des hallucinations auditives. À ce moment-là, le protagoniste a soudainement ressenti une forte poussée d'énergie. Quand le médecin l'a regardé, le système a indiqué que les cellules artificielles avaient restauré son corps. Alors River a eu un peu peur et a raconté au médecin qu'il entendait des bruits étranges, comme s'il s'agissait d'une alarme. Après cela, le médecin a demandé ce qu'il ressentait d'autre, mais le jeune homme ne savait pas quoi répondre. Il a alors tendu la main et a essayé
essayé de toucher à nouveau l'étrange fenêtre du système. Cependant, dès qu'il a effleuré du doigt, elle a soudainement disparu. Pendant ce temps, le médecin observait avec perplexité ce que le patient était en train de faire. Il a dit que River sortirait de l'hôpital ce jour-là et que le lendemain il irait en neuropsychiatrie et qu'il vaudrait mieux qu'il consulte un médecin. Ensuite, il a proposé au héros de fixer un rendez-vous, ce à quoi le jeune homme a accepté. Après un certain temps, il est sorti de l'hôpital et arrivait déjà à se tenir debout. Après cela, il a regardé l'étui avec ses lunettes et a pensé un instant que le problème venait peut-être de là. Cependant, ce qui le préoccupait bien plus, c'était le fait que, sans les lunettes, il voyait parfaitement, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. De plus, la douleur dans le dos avait disparu, tout comme la douleur lancinante dans la partie supérieure de l'abdomen. River remarqua que son cou allait bien, tout comme toutes les articulations de son corps. Il se sentait plus léger, comme s'il était revenu à l'époque de l'école. Cependant, il ne comprenait pas comment cela était même possible. Lorsque le héros est rentré chez lui, le système l'a informé que les cellules artificielles avaient commencé à décomposer les nouveaux médicaments introduits dans son corps. Il a commencé à décrire en détail combien de grammes de médicaments avaient été décomposés. À ce moment-là, River essayait de fermer l'étrange fenêtre du système, pensant qu'il s'agissait d'hallucinations comme celle qu'il avait eue la veille. Puis, il remarqua qu'il pouvait visualiser la fenêtre de statut ainsi que les notifications et cela éveilla sa curiosité. River hésita un instant, puis décida de cliquer sur la fenêtre du système. À sa grande surprise, il y avait des informations sur des cellules artificielles et un état métastatique. De plus, il remarqua une étrange synchronisation. Jusqu'à ce moment-là, River n'avait vu ce genre de choses que dans des jeux de fantasy. Il commença à soupçonner qu'il était filmé par une caméra cachée ou quelque chose du genre. Cependant, en regardant la fenêtre du système, il remarqua qu'elle semblait très réaliste. Il ne savait pas s'il était filmé ou s'il hallucinait, mais il ne put contenir sa curiosité et cliqua sur la notification. Après cela, le système le félicita, disant qu'en tant que créateur, les cellules artificielles étaient désormais synchronisées avec son corps. Pour augmenter leur niveau, il devait améliorer l'état métastatique ou l'état de synchronisation. Au fur et à mesure que le niveau des cellules artificielles augmentait, sa force physique et sa vitesse de récupération augmenteraient également. Cependant, River ne comprenait toujours pas toute cette folie, ce qui lui était réellement arrivé et pourquoi le système l'appelait créateur. Le système révéla aussi que cette notification et la fenêtre de statut avaient été créées par les cellules artificielles qui manipulaient le néocortex du cerveau. L'interface avait été développée en se basant sur le design avec lequel River était le plus familier après avoir analysé les informations de sa mémoire hippocampique. Le système demanda alors la permission de rappeler à River le moment où il se trouvait dans le département de création de vie. À ce moment-là, le héros se souvint effectivement de la substance étrange qu'il avait trouvée, ainsi que du moment où il s'était coupé. Comme il finit par le découvrir, des gouttes de son sang étaient tombées directement dans le flacon contenant cette substance. Après cela, une réaction étrange commença qui transforma d'une certaine manière la substance. À cet instant, elle pénétra directement dans le corps du protagoniste et modifia littéralement ses organes. Lorsque River sentit un étrange picotement dans son cœur, il sauta immédiatement du lit. Il regarda sa main car il sentait des changements dans son corps. Il avait très peur que cette substance ait réagi avec son sang. Elle s'est évaporée puis est entrée dans ses vaisseaux sanguins. Le système a confirmé que la cellule artificielle était désormais avec lui et lui a demandé de lui donner un nom. Quand River s'est rendu compte qu'il n'avait pas le choix, il a décidé d'inventer un nom inhabituel et a proposé d'appeler la cellule Nog. Mais le système a répondu que c'était complètement absurde. River a essayé de le convaincre que cela avait du sens, mais le système semblait se moquer de lui. Le héros ne savait pas quoi faire, puisqu'il ne comprenait même pas ce qu'était une cellule artificielle. Et qui était donc ce fameux créateur? Cependant, le système insistait pour que le créateur donne un nom à la cellule artificielle. Sans réfléchir, le héros a dit le premier nom qui lui est venu à l'esprit, Rosaline. C'était le nom qui était inscrit sur le récipient de l'échantillon. Apparemment, le système a aimé ce nom et a déclaré qu'à partir de ce moment-là, Rosaline lui appartenait pour toujours. De plus, créer la vie était un événement qui ne pouvait se produire qu'une seule fois. Et River devait garder à l'esprit que, même s'il essayait de créer Rosaline de la même manière, la vie ne renaîtrait pas. Après cela, le protagoniste est resté à regarder l'écran un moment. Mais soudain, il a commencé à avoir mal à la tête et ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Malgré tout, le héros a décidé de se calmer, puisque tous ces phénomènes pouvaient être expliqués scientifiquement. Il en a conclu que tout cela n'était que des bêtises, qu'il s'agisse de cellules artificielles ou de synchronisation, et qu'il devait d'abord se concentrer sur des choses qui avaient du sens. Plus tard, River supposa que, si tout ce qui se passait était réel, alors cela devait expliquer pourquoi son état physique avait changé depuis qu'il était sorti de l'hôpital la veille. Lorsque le système afficha son statut, il vit que l'indicateur de santé de son foie était à 46%. River remarqua que son foie n'était pas en très bon état à cause de l'hépatie, et que cela avait peut-être un lien avec tout ça. Le système commença alors à travailler pour normaliser les conditions du corps, annonçant qu'une inflammation avait été détectée dans le foie. À partir de là, le processus de suppression de l'inflammation et de restauration des tissus fut lancé. De plus, le système rétablit sa vue et activa également la régénération des cellules du myocarde, ce qui était impressionnant. River remarqua qu'il arrivait maintenant vraiment à bien voir, sans lunettes. Il remarqua alors que l'écran affichait la force des cellules. Il pensa que, si c'était la valeur maximale, cela devait représenter le total, mais il ne comprenait pas exactement d'où cela venait. Le lendemain, le protagoniste se rendit au département de psychologie, comme l'avait demandé le médecin qui l'avait ramené à la conscience. Même s'il n'en avait pas envie, il comprit qu'il devait suivre un traitement. Cependant, il comprit aussi qu'il ne pouvait dire à personne qui était Rosvina, ni comment elle apparaissait dans ses yeux, et il décida que peut-être il pourrait trouver des réponses là-bas. À ce moment-là, il remarqua la jeune fille qui lui avait donné le questionnaire. Soudain, elle se retourna et se mit à tousser. Sa toux était si forte qu'elle dut s'éloigner de son siège et se tourner de l'autre côté, se dirigeant vers les comprimés. River remarqua qu'elle était probablement enrhumée, et travailler en étant enrhumée était quelque chose de vraiment difficile. À ce moment-là, le système informa que le mode de synchronisation permettait de comprendre les phénomènes moléculaires et biologiques. Au début, le héros ne comprit pas ce que cela signifiait, mais après avoir lu l'explication, il se rendit compte qu'il pouvait maintenant analyser le médicament contre le rhume que la jeune fille venait de prendre. Tout ce qu'il avait à faire était de confirmer le début de la synchronisation, et même s'il avait peur, il appuya sur le bouton. Dès que le mode de synchronisation fut activé, le protagoniste eut l'impression d'être transpercé par des dizaines d'éclairs. Lorsqu'il reprit enfin ses esprits, il remarqua que les sensations étaient incroyables, bien qu'un peu étranges. Le système expliqua que, dans ce mode, son énergie était consommée très rapidement. Il pouvait voir ce qui se passait dans le micro
micromonde avec une précision d'angstrom et de Dalton, et aussi observer des processus à l'échelle des picosecondes. Dans ce mode, il était possible de comprendre intuitivement n'importe quel phénomène moléculaire et biologique. Le médicament était une combinaison de remèdes contre le rhume, composé d'ibuprofène, un antipyrétique et analgésique, donc la température de la jeune fille devrait bientôt baisser. Le protagoniste remarqua également qu'il pouvait voir les globules blancs qui poursuivaient le virus responsable du rhume. Le système indiqua aussi que, dès que l'antipyrétique commencerait d'agir, la température corporelle baisserait d'1 degré et l'activité des globules blancs diminuerait jusqu'à 28%. River remarqua que le phosphate de dihydrocodéine provoquait une bronchodilatation, supprimant la toux, mais il s'aperçut aussi que la dihydrocodéine était transformée en un autre ingrédient. À ce moment-là, il comprit que cet ingrédient était de la morphine, un type de drogue. C'est précisément à cet instant que le système l'informa qu'il avait déjà utilisé la moitié de son énergie. River se dit que, si c'était vraiment de la morphine, alors d'autres personnes pouvaient aussi prendre ce médicament combiné contre le rhume. Après cela, la jeune fille s'approcha et demanda s'il avait déjà rempli le formulaire, mais River lui demanda d'attendre. Il avait oublié de rédiger la partie médicale, car il pensait à Rosvina, mais il devait vérifier si c'était vrai, quoi qu'il en soit. Alors, il prit son téléphone portable et décida de faire des recherches sur cette substance. Il trouva quelques études montrant que la codéine se transformait en morphine dans le corps et qu'en Europe, il était interdit aux enfants de prendre des médicaments contenant de la codéine, ce qui signifiait que son hypothèse était correcte. À présent, il comprenait clairement qu'en regardant simplement les comprimés contre le rhume, il pouvait voir non seulement la composition du médicament, mais aussi l'effet qu'il avait sur le corps. Maintenant, il était certain que Rosvina n'était ni une hallucination ni une crise psychotique. Il avait reçu ses pouvoirs magiques ce matin-là. C'est à ce moment-là qu'il vit un autre jeune homme entrer dans le bâtiment pendant qu'il remplissait le questionnaire. Le protagoniste décida de tester sa nouvelle capacité sur lui aussi. Il regarda un garçon nommé Chuck qui souffrait d'une affection communément appelée schizophrénie. Une personne atteinte de ces conditions a souvent des hallucinations intenses et peut commettre des actes dangereux ou inappropriés sans s'en rendre compte. Le héros décida alors d'essayer d'utiliser le mode de synchronisation une seconde fois, se persuadant que tout irait bien. À ce moment-là, il eut soudain l'impression d'entendre des voix d'autres personnes disant des choses incompréhensibles. Au milieu de tout cela, il parvint à distinguer quelques mots liés au meurtre. Il semblait insulter ce garçon appelé Chuck. Puis, River eut l'impression que des yeux perçants le fixaient directement et lui demandait comment il était arrivé là. Il disait avoir l'impression qu'il regardait directement dans leurs âmes. À ce moment-là, Rosvina l'informa qu'un danger avait été détecté et le retira de force du mode de synchronisation. Cela effraya beaucoup River, et pendant un moment, il essaya de retrouver son calme. Chaque personne atteinte de schizophrénie a des hallucinations différentes, et si quelqu'un montre des signes de la maladie, il peut avoir des visions comme celle-ci. Ils n'ont vu cela que pendant quelques secondes, mais ils ont déjà eu l'impression d'être sur le point de devenir. Rosvina lui dit alors qu'il était débutant dans la gestion du mode de synchronisation pour la première fois et qu'elle veillait à sa sécurité. River était stressé et sa fréquence cardiaque a augmenté. Roslina a également ajouté qu'elle pouvait désactiver de force le mode de synchronisation pour qu'il ne souffre pas en reprenant le travail. River devait appuyer à nouveau sur le bouton de synchronisation. À ce moment-là, le jeune homme a senti qu'il ne pouvait tout simplement pas s'arrêter en cours de route et a appuyé sur le bouton. Quand il a fait cela, les mêmes visages effrayants sont apparus devant lui, marmonnant des absurdités inintelligibles. Mais cette fois, River était déterminé à plonger plus profondément. Soudain, l'image devant ses yeux a changé, et c'était comme si un cerveau était apparu, qu'il se trouvait juste devant lui. Le héros a regardé, surpris, et s'est rendu compte que c'était le cerveau de ce type. Dans une des parties, y compris le lobe temporal, il y avait des substances neurotransmettrices dont la sécrétion excessive était paralysée ou absente à cause de l'accident. River remarqua que c'était comme une panne de courant au centre-ville due à une surcharge, et que ce patient était maintenant en danger. À ce moment-là, le jeune homme frappe à la table du poing et serra les dents. La fille derrière le comptoir le regarda et lui demanda s'il allait bien. Soudain, il leva les mains et se mit à crier très fort. Puis Chuck se prit la tête et cria qu'Alice l'avait frappé et que Sam avait mal. Après avoir commencé à balbutier de façon incohérente, il se mit à crier quelques chiffres et, soudain, hurla que le meurtrier était juste derrière lui. Alors l'homme se mit à agiter les bras violemment, renversant toutes les affaires sur le bureau de l'employé. C'est à ce moment-là que le protagoniste s'est rendu compte que, si rien n'était fait, quelqu'un risquait de se blesser gravement, alors il a couru derrière Chuck et l'a attrapé par le torse. Au début, le jeune homme a essayé de résister, mais le protagoniste a continué à le maintenir. Il a tenté de le ramener à la raison et lui a dit qu'il pouvait se blesser, mais il a remarqué que ce gars-là était vraiment costaud. Il a regardé la fille qui courait hors du bureau et s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas gérer ça tout seul. Quelqu'un devait appeler du renfort rapidement. Soudain, Roslina annonçait que des signaux spécifiques avaient été enregistrés à partir des cellules fibreuses. C'était une situation d'urgence, il fallait donc passer à un état végétatif de consommation physique d'énergie. Pendant ce temps, d'autres médecins s'approchaient déjà de la scène. La fille leur a raconté que le patient avait une crise soudaine. En entrant dans le bureau, elle a immédiatement demandé au protagoniste s'il allait bien. Cependant, tout le monde a vu que River était assis sur Chuck, le maintenant au sol, le visage tourné vers le plancher. Le protagoniste respirait très fort puis s'est excusé, disant qu'il avait peut-être un peu exagéré. Les médecins l'ont regardé avec des expressions choquées pendant un moment, puis ont décidé qu'il fallait d'urgence lui administrer un sédatif. Après que tout se soit terminé, le protagoniste a marché dans le couloir et a remarqué que, même si ce n'était que temporaire, ses capacités motrices s'étaient améliorées. Il a réfléchi au fait qu'il ne croyait toujours pas totalement à l'existence de Roslina et soupçonnait encore qu'il souffrait lui-même de schizophrénie. Il décida que peut-être il était simplement en train d'halluciner et il soupçonnait cela depuis longtemps. Cependant, toutes les anomalies qu'il avait vécues jusqu'à présent et les cellules artificielles dans son corps prouvaient que Roslina existait réellement. Ainsi, en tant que scientifique, à partir de ce moment-là, River décida qu'il n'avait plus qu'une seule chose à se préoccuper. Comment devait-il utiliser cette capacité? River décida qu'il devait d'abord se débarrasser de l'agent. Roslina informa que son niveau de condition physique avait diminué en raison des synchronisations répétées, et il fut également découvert que le microbiome dans le corps du créateur était déséquilibré. Il s'avéra que le protagoniste pouvait prendre des probiotiques pour restaurer sa force physique, et c'était un avantage, puisqu'il se trouvait dans une zone où il y avait une pharmacie qu'il fréquentait régulièrement. Le garçon était certain que la force physique était une ressource précieuse, alors il devait faire ce que Roslina avait ordonné. Après cela, le jeune homme entra dans la pharmacie et demanda à la jeune fille une boîte de probiotiques. La jeune fille aux cheveux foncés dit qu'elle allait chercher le
le médicament dont il avait besoin et, à ce moment-là, River remarqua que la pharmacie avait toujours été tenue par une vieille dame. Il demanda à la jeune fille si la gérante de la pharmacie avait changé, ce à quoi elle répondit que c'était la pharmacie de sa tante qui avait pris de courtes vacances. La jeune fille ajouta qu'elle aussi était en vacances. C'est pourquoi elle s'occupait temporairement de la pharmacie. Elle posa alors une boîte de probiotiques sur le comptoir et dit que c'était la marque de médicaments la plus vendue. River regarda la jeune fille et remarqua qu'elle s'appelait Sonia. Elle était pharmacienne et la jeune fille confirma cela en disant qu'elle travaillait dans une petite entreprise. Ensuite, elle demanda au jeune homme s'il avait besoin de quelque chose d'autre, mais il répondit qu'il avait seulement besoin des probiotiques. Il prit alors la boîte dans ses mains et demanda si c'était un produit de l'entreprise de Rose. Sonia répondit que c'était une entreprise aussi grande que la Ejan. Ils avaient une excellente technologie de production ainsi qu'une grande variété de bactéries. Elle a commenté que cela contenait des bifidobactéries et des lactobacilles qui sont très bénéfiques pour la fonction intestinale. Le protagoniste remercia la jeune fille, mais il avait encore quelques questions, bien qu'il doutât qu'il soit approprié de les poser à ce moment-là. C'est alors qu'il se souvint de ses compétences et décida d'utiliser le tableau des composants en tournant la boîte de l'autre côté, car il y avait des informations utiles écrites là. Il eut alors l'idée d'essayer d'utiliser à nouveau le mode de synchronisation. Avant de faire cela, il reporta son attention sur Sonia, qui était déjà en train de discuter avec un autre client. River activa alors le mode de synchronisation et commença à apprendre sur les types de bactéries qui composent les probiotiques. Grâce au système, il en apprit encore plus sur